Eh bien, nous allons en parler avec les panélistes que je vous prie d'applaudir et que je vais vous présenter. Idriss Aberkane, docteur en neurosciences appliquées à l'économie. Ludovic Lemoine, directeur général et cofondateur de Sigfox. Bertin Naoum, président et fondateur de Quantum Surgical. Augustin Paluel-Marmont, directeur général et cofondateur de Michel et Augustin. Gaëlle Regnault, directrice générale et fondatrice de Learn Enjoy. Et ce débat sera piloté par Michael Outmezgin, qui est le président et fondateur de The Living Room et qui est entrepreneur depuis 13 ans. Excusez du peu. Merci, bienvenue. Merci à tous d'être ici. Vous représentez pour moi la France, en tout cas dans toute sa diversité et dans tous les secteurs dans lesquels aujourd'hui la France est un des pionniers. Et j'aimerais qu'on commence par parler de l'éducation avec vous, Gaëlle, vous êtes donc la fondatrice de Learn Enjoy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et comment vous avez construit cette entreprise? Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Gaëlle Regnault, donc j'ai créé Learn Enjoy il y a 4 ans maintenant. C'est une start-up qui s'occupe de proposer à tous les enfants une solution éducative sur tablette tactile et qui facilite notamment les apprentissages pour les enfants autistes. Un de mes garçons est autiste, il a 12 ans. Il a été exclu de l'école comme 80 000 enfants en France qui n'ont pas accès à l'éducation. Et j'ai découvert, après une vie, somme toute, assez simple, de cadre supérieur, qui travaillait dans des grands groupes pendant 15 ans, que quand un jour le handicap vous tombe dessus, par hasard, car ça peut toucher tout le monde, eh bien, il faut inventer des solutions. Évidemment, après une petite période d'abattement, j'ai essayé le système associatif. Il a très bien fonctionné. J'ai créé un établissement à l'état de l'art. Mais un établissement, c'est juste une place. Ça ne vous ramène pas dans la société. Et mon fils aimant les outils numériques, comme tous les enfants, j'ai mis en place un programme scolaire dans une tablette, un iPad, une tablette Android, en le décomposant de manière suffisamment fine pour que les petites marches de l'éducation lui soient accessibles, là où le grand escalier de la connaissance était pour lui trop ambitieux. Et donc aujourd'hui, Learn Enjoy, c'est une dizaine de salariés, c'est une trentaine de collaborateurs et d'emplois indirects. C'est surtout une entreprise en levée de fonds qui va aider aujourd'hui 30 000 enfants et j'espère demain plutôt 300 000, 600 000, peut-être plusieurs millions, à apprendre de manière simple avec ce qu'on appelle la pédagogie différenciée, c'est-à-dire adapter l'enseignement aux besoins de l'élève plutôt que de plaquer un programme. Et finalement, ce qui est intéressant dans cette histoire, en tout cas pour moi, au-delà du sens que ça donne au handicap dans ma vie, c'est que je me suis rendue utile pour mon pays, pour des enfants. Et grâce aux technologies, je pense qu'on participe avec mon équipe, avec Learn Enjoy, au développement d'une société plus unie, plus liée. Et c'est assez drôle de penser que le numérique crée finalement de l'humanisme et plus d'humanité en nous. Merci. Et bravo Gaëlle. Idriss Aberkane, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, spécialiste de l'économie de la connaissance. Ce que vient de dire Gaëlle, est-ce que pour vous c'est quelque chose qui résonne et est-ce que le système éducatif, la manière dont on apprend, on pourrait finalement un peu le changer, le faire évoluer, le transformer? J'aimerais bien vous entendre. Absolument. En fait, il faut se rendre compte qu'on est rentré au XXIe siècle avec un système éducatif du XIXe. Notre système éducatif, il date d'une époque où on pensait stock. Il fallait connaître ses dates par cœur, etc. Aujourd'hui, on est dans une époque de flux. Ce qui compte très essentiellement, c'est aussi de savoir désinstaller de la connaissance dans notre cerveau. Certaines choses que l'on apprend peuvent être fausses. Une récente enquête a démontré qu'il existait à peu près, chaque année, une dizaine de notions, tout programme confondu, par année dans le primaire, qui étaient fausses, qu'on nous enseignait, qui étaient simplement fausses. Ce qui n'est pas grave, puisque c'est en faisant des erreurs que l'éducation progresse et que l'être humain apprend. Vous lisez les notes de Léonard de Vinci, par exemple, il y avait des erreurs dedans. Il avait écrit quelque chose qui était fausse, ce qui n'est pas grave du tout, encore une fois, puisque à travers toutes ces choses fausses, il a aussi écrit des choses qui étaient vraies. Mais notre éducation doit s'adapter à un monde de flux plutôt que de stock. Ici, vous avez mis, par exemple, 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui, leur intitulé n'est pas connu, c'est tout à fait vrai, notre école doit se préparer à ça. Pour moi, le modèle de notre école, c'est imaginer que vous êtes devant un buffet à volonté.
Le buffet de votre vie, hein, il y a tout dedans. Salade bar, viande grillée, plat vegan, massage des pieds, la totale. Voilà. Et bon, là, vous êtes bien, vous avez faim. Maintenant, imaginez que le maître d'hôtel débarque et vous dise tu dois tout manger. Tout. Et chaque plat que tu laisseras sera laissé sur l'addition. Tu ne paieras pas ce que tu as mangé, mais ce que tu n'as pas mangé. Et en plus, le maître d'hôtel sort sa montre et vous fait « t'as 1 heure ». Quelqu'un l'a fait avant toi, donc on sait que c'est possible. Là, vous êtes en enfer. Bon. Et le buffet n'a pas changé. C'est la même nourriture. Simplement, vous êtes passé de l'enfer, enfin, du paradis à l'enfer, en changeant les règles du jeu. D'une part, il y a « mange tout ce que tu veux », et puis d'autre part, il y a « tu dois tout manger et tout ce que tu laisses rapporter sur l'addition ». Et j'ai oublié de dire, si jamais tu en laisses trop, tu seras humilié. On t'escortera en dehors de l'hôtel, humilié. Bah, si vous aviez vécu ce gavage une fois dans votre vie, vous seriez tous en psychanalyse aujourd'hui. Si une fois dans votre vie ça vous était arrivé, ce serait dramatique. Et si je vous disais que ce genre de gavage, il vous est arrivé plus de 1000 jours dans votre vie, cette situation où vous êtes retrouvé devant un buffet à volonté, où il a fallu tout manger et où tout ce que vous laissiez était pénalisé, elle s'appelle comment? L'école. L'école actuelle fonctionne précisément sur ce principe. C'est-à-dire que notre cerveau aime naturellement apprendre. Vous savez qu'on appelle le système digestif le 2e cerveau, parce que c'est la partie du corps humain qui a le plus de neurones après le 1er cerveau. Le cerveau est la moelle épinière. Et le 2e cerveau, sa façon naturelle d'absorber du contenu, c'est le plaisir. Personne ne va dire « Ah non, manger encore, la corvée ». Manger n'est pas une corvée. Pourquoi voulez-vous qu'il en soit autrement pour le 1er cerveau? Notre cerveau aime naturellement apprendre, il a une faim naturelle de connaissance. Les enfants posent plein de questions, ils demandent pourquoi le ciel est bleu, pourquoi les plantes sont vertes. Et cette curiosité, cet appétit naturel de la connaissance, nous avons le devoir absolu de ne pas la détruire. Merci Idriss. Quand on parle d'éducation, Augustin, vous avez un parcours assez atypique. Donc vous êtes le cofondateur de la fameuse marque Michel Augustin. Vous avez, je crois, un CAP en boulangerie avant d'avoir été diplômé de l'ESCP. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de ce modèle éducatif et comment on passe de CAP boulangerie à entrepreneur à succès et dirigeant d'une entreprise présente dans plusieurs pays? Non, bah, c'est pas exactement vrai. Moi, j'avais fait le SCP avant de faire mon CAP boulanger, mais je voulais apprendre un métier manuel. Je trouve qu'à l'école, moi, j'ai toujours été mauvais. Un peu par hasard, j'ai réussi à faire une école de commerce d'un niveau correct. Mais j'avais une vraie frustration, c'est que je n'avais pas de métier. Moi, mes enfants, maintenant, à l'école, ils marquent « Ton papa, il fait quoi ?» Ils disent « Il est boulanger, ton papa. » Et quand on sort d'école de commerce, donc moi, j'avais la vraie frustration de ne pas avoir de métier. Je voulais apprendre quelque chose de mes 10 doigts. Et c'est quasiment dans cet apprentissage en candidat libre que je me suis le plus réalisé personnellement. Et que nous, aujourd'hui, chez Michel Augustin, que tu sois à la logistique, à l'accueil, n'importe où, tu as l'obligation, dans les 2 ans après ton arrivée à la Bananeraie, de passer ton CAP pâtissier. Maintenant, donc, nous, on a des centres de formation dans les Bananeraies de Paris, Lyon et New York, tous les lundis, mardis, mercredis soirs, pour revaloriser le savoir-faire manuel. Mais moi, j'ai toujours fait quoi. Je crois que tout à l'heure, on entendait quelqu'un brillant qui disait, vraiment, moi, ça m'a touché, qu'on cherchait des leaders pour changer la vie et le monde. Et moi, je crois profondément qu'on est tous des leaders au fond de nous. C'est-à-dire qu'on a tous des talents et des qualités absolument exceptionnelles. Faut-il encore les connaître, trouver le bon terreau pour les exercer, et que ce n'est pas dans des associations qui sont très bien. Ce n'est pas en donnant de l'argent, c'est dans son quotidien qu'on est capable de changer les choses. Moi, j'ai une école dans laquelle la devise m'a profondément marqué quand j'étais jeune, qui était un homme et une femme au service des autres. Et c'est la seule question qui m'anime au quotidien. Et j'essaye de ne pas séparer les choses en disant, il y a ton boulot, il y a les assos, il y a les familles. C'est qu'est-ce que je fais dans mon quotidien, qu'est-ce que vous avez fait pendant vos vacances, avec votre foyer, c'est-à-dire qui est la première en fait, notion économique, c'est-à-dire chez vous, qu'est-ce que vous avez fait pour changer les choses? Qui avez-vous accueilli qui est au bord de la route pendant les vacances? Qui, dans la salle, aujourd'hui, a déjà embauché dans son équipe directe un handicapé? Moi, je connais bien le sujet du handicap, mais moi, j'aime beaucoup ce que Gaël a dit, c'est que dans la vie, on ne choisit pas toujours tout, mais on choisit en tout cas toujours la façon dont on vit les choses. Voilà. Et ce que Gaël a fait est extraordinaire. Et que voilà, on ne choisit pas toujours tout, mais on choisit toujours la façon dont on vit les choses. Et Michel Augustin, quand on a lancé ça, oui, on était passionné de pâtisserie, de boulangerie, mais avant tout, on avait décidé avec Michel d'avoir la pêche. Nous, c'est un acte de volonté, c'est un acte de foi, et qu'on a trouvé un moyen, par des très bons biscuits, par des très bons yaourts,
de partager cette énergie créatrice, communicative que l'on a avec les autres. Voilà. Donc on a tous cette capacité d'être leader dans son univers et de pouvoir changer les choses. Et il y a des naufragés de la vie partout. Et moi, je vous invite à le faire, et j'essaye de le faire à mon petit niveau, dans votre quotidien, et pas uniquement via des assos ou par autre moyen. Donc chez vous, dans votre foyer. Merci. Quand on parle d'actes de foi, je pense que Ludovic, vous êtes bien placé pour parler de ce que vous avez construit avec Sigfox, qui est quand même un des leaders mondiaux aujourd'hui de l'Internet des objets. Vous êtes en train de construire une société incroyable, vous avez levé 300 millions d'euros, et tous vos salariés ont tous, par exemple, des stock options de votre entreprise, tous, du plus bas au plus haut. Et j'aimerais comprendre, en tout cas que vous exprimiez à la salle, ce qui vous a finalement porté et poussé à construire Sigfox, et surtout à continuer de le faire avec toutes les péripéties et contraintes que vous rencontrez aujourd'hui. Oui, effectivement, le fait de donner des stock options, c'est de partager l'aventure, parce que je pense qu'une entreprise, avant tout, c'est une aventure entre des êtres humains qui la constituent, et cette aventure-là, on la mène ensemble. Donc on est aujourd'hui un peu plus de 400 personnes dans une quarantaine de pays dans le monde, et ce qu'on veut faire, c'est créer une balance de la prochaine, entre guillemets, force de dissuasion, qui n'est pas le nucléaire, mais qui est la data. La data est au cœur des préoccupations. On se dit, si on n'est pas capable de ramener en Europe ce barycentre et qu'on laisse la data dans je dirais, deux pôles, asiatiques et nord-américains, demain on aura sûrement des problèmes de dépendance. Et donc on se dit, ce projet-là, on le mène dans cette vision-là. C'est-à-dire comment faire en sorte de ramener le barycentre des données vers l'Europe, et comment de ça créer des opportunités, transmettre. Moi je pense que ce qui est le plus beau et ce qui est dit là, c'est le sens. On se lève le matin pour des missions. La nôtre, celle des collaborateurs de Sigfox, c'est celle-là, c'est de dire on veut rester en France parce que je pense que c'est un pays où il y a des valeurs et qu'il faut jouer avec ces valeurs-là pour l'avenir. Maintenant, il faut jouer avec les règles du jeu qui sont celles du monde, de l'économie mondiale. Mais à la sortie, si on réussit ce pari-là, on aura créé peut-être un réseau qu'on pourrait mettre demain au patrimoine de l'humanité, c'est-à-dire quelque chose qui va permettre de collecter tout ce qui nous entoure. C'est comme un filet qu'on déploie autour de la planète. Et ce filet-là, il a la caractéristique de pouvoir capter des ondes très, très faibles, des petits messages qui viennent de la Terre, qui viennent des êtres humains, et si on les stocke dans un énorme, ce qu'on appelle un lac de données, et on pourra s'en servir pour plein de choses, pour effectivement analyser ce qui se passe sur notre planète, analyser les comportements des individus, et peut-être améliorer notre monde, faire en sorte que la bande dans laquelle il fait bon vivre, en dessous de cette bande-là, c'est très difficile de vivre. Au-dessus, je pense que la richesse extrême, ça ne mène pas au bonheur, que le cerveau fonctionne par différentiel, et que si on crée cette bande-là, grâce à ce réseau, grâce au partage des valeurs, on aura réussi notre projet. Donc c'est pour ça aussi que finalement partager l'actionnariat de la boîte, c'est aussi partager cette aventure avec eux. Merci Ludovic. Bravo. Bertin, vous êtes donc le fondateur de Quantum aujourd'hui, ex-fondateur du coup de MedTech exactement, vendu à Zimmer. Vous avez fait de la France un terreau incroyable concernant la robotique chirurgicale. Est-ce que vous pensez qu'on peut aujourd'hui construire des champions français qui rayonnent dans le monde dans ces secteurs-là? Absolument, parce que je pense qu'on a avant toute chose en France, je dirais, l'ingrédient essentiel qui est la créativité, le savoir-faire qui souvent nous est envié aux quatre coins du monde. Moi, je me suis lancé dans ce qu'on appelle l'aventure entrepreneuriale il y a à peu près une quinzaine d'années de cela. Je suis ingénieur de formation, j'étais salarié comme de nombreux ingénieurs, et j'ai décidé un jour de démissionner parce que j'avais un certain nombre d'idées et j'étais convaincu que la seule façon de les mener à terme, c'était tout simplement de le mener par soi-même. J'ai donc créé dans un premier temps une première technologie pour la chirurgie du genou. C'est donc un robot qui est utilisé pour aider les chirurgiens à opérer des patients du genou de façon plus efficace. Et quelques années plus tard, c'est-à-dire 5 ans exactement, une société, un groupe américain est venu nous voir et nous a racheté le portefeuille de brevets de cette technologie. C'est donc en 2007. À cette époque déjà, j'ai décidé que je souhaitais relancer l'aventure et donc j'ai recréé, je dirais, une nouvelle technologie avec une nouvelle équipe, cette fois-ci pour la chirurgie du cerveau et de la colonne vertébrale.
Cette technologie s'appelle ROSA. C'est un robot qui est utilisé pour aider les chirurgiens à opérer de façon plus efficace et traiter des maladies telles que la maladie de Parkinson, par exemple. Et l'année dernière, Rebelote, un groupe américain, est revenu nous voir, cette fois-ci pour racheter la société. Et donc, voilà, pour la troisième fois, j'ai décidé de quitter cette société et de recréer encore une société pour continuer à développer des technologies qui visent à aider, je dirais, les praticiens à opérer avec les outils modernes, les outils d'aujourd'hui, qui mettent en œuvre des technologies de l'informatique, de la robotique, et qui permettent de réduire ce qu'on appelle l'aléa chirurgical. Bravo Bertin, merci. Un dernier mot rapide, tout le monde, tour de table. Si vous aviez une réforme à pousser en France, Idriss? Alors, en dehors de l'éducation, pour moi, la réforme la plus importante, c'est d'arrêter d'opposer écologie et économie. La nature est le meilleur modèle de prospérité au monde. Et si nous avons un modèle économique qui s'en inspire, nous pourrons produire beaucoup plus, créer plus d'emplois en polluant moins. Merci. Ludovic? Moi, je pense qu'il faut ramener, effectivement, tu l'as dit Iris, aujourd'hui faut apprendre, tout existe sur le cloud, on va dire, c'est donner du sens à notre vie, sens à l'apprentissage, et donc c'est peut-être l'éducation des plus jeunes âges, c'est pas apprendre par cœur, mais c'est apprendre avec une forme de citoyenneté, une forme de plaisir, on se lève le matin, avec une mission de sens, une mission non pas pour soi-même, pour sa propre richesse, mais pour donner à notre cadre de vie, à chacun, quelque chose d'agréable dans lequel je pense on a du bonheur, du plaisir et de l'amour. Voilà, c'est ça. Top. Merci. Bertin? Alors je l'ai dit précédemment, je crois qu'en France on a un atout majeur qui est avant toute chose la créativité, et ce qui est bien sûr l'ingrédient essentiel pour pouvoir créer de magnifiques aventures. Moi, ce dont j'ai souffert tout au long de mon aventure entrepreneuriale, c'est la difficulté parfois de convaincre je dirais, des fonds d'investissement, tout simplement, d'accompagner ces projets innovants. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai été amené à 2 reprises à vendre, je dirais, d'abord le portefeuille de Bourvet, puis la société que j'avais créée et qui était pourtant prometteuse, parce que, faute d'avoir réussi à trouver en France des fonds d'investissement qui étaient prêts à accompagner l'aventure entrepreneuriale. Donc, s'il y a une chose, je pense, que l'on doit améliorer, et c'est probablement au niveau européen que ça se joue, c'est tout simplement d'accompagner financièrement, je dirais, cette créativité. Merci. Augustin. De manière un peu symbolique, moi je changerais la devise de notre beau pays. Rien que ça. Au lieu d'appeler liberté, égalité, fraternité, moi je ferais liberté, différence, fraternité, parce que je crois qu'on meurt d'égalitarisme et que la différence, en fait, on ne l'accepte pas en France et que la différence, on devrait la vivre comme une chance. Voilà. Merci. Gaëlle, pour conclure. Merci. Merci Mickaël. Moi j'aimerais que mon entreprise reste en France. J'aimerais que les administrations françaises, les collectivités territoriales, lorsqu'elles sont dans leur stratégie d'achat, et ça leur arrive pour le moindre objet que l'on consomme dans les écoles, dans les bureaux, dans les universités, elles réfléchissent aux offres qui sont innovantes et qui sont françaises avant d'acheter à l'étranger, mais pas dans une logique de consommation préférentielle négative par défaut, mais vraiment parce qu'on a dans notre pays, comme le disait Bertin, une vraie capacité à inventer, et que la R&D, ça n'est pas un problème en France. Ce qui est un problème pour les startups, c'est la structuration du marché. Il faut qu'on arrive à une réconciliation entre les entreprises et les administrations et qu'on réussisse à orchestrer finalement, et on voit que c'est possible, la naissance de champions, de licornes, car on peut en avoir vraiment beaucoup demain. Et ça créera des emplois. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup, Mickaël. Merci à tous. Vous nous avez encore une fois insufflé tant d'énergie positive et bon vent donc, pour la suite. Merci aussi à vous d'être toujours là, présents au rendez-vous. C'est vrai que la journée est dense. Hein. Les intervenants sont tous extrêmement intéressants. Mais surtout, restez avec nous. Vous allez voir tout à l'heure Thomas Pesquet qui va être ici sur la scène. Et puis, on vous a réservé aussi une petite surprise, un concert. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une star internationale qui sera là et très positive.